Les enjeux de l'exigence qualité, c'est ce dont nous allons parler tout de suite avec un expert dans le domaine de la qualité. Il s'agit de Fosu Lawson Hecheli, manager général du NDT and Quality Expertises. Bonsoir, Monsieur Fosu. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. J'ai d'abord envie de vous demander, avant que l'on puisse entrer dans le vif du sujet sur les enjeux même de l'exigence qualité, en quoi consiste exactement votre travail? En fait, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis depuis plus de 35 ans dans le domaine du contrôle qualité. Je suis de base expert aéronautique. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas un problème quelconque avec les avions, bien les hélicoptères. En plus, je connais, que ce soit les nouveaux avions, bien les anciens, je les connais très bien. Et puis, je les certifie régulièrement. Et nous avons comme habitude, lorsque dans l'aéronautique, on travaille, on s'autocontrôle, mais il y a quelqu'un qui passe derrière toi pour regarder si ce que tu as fait, tu n'as pas fait d'erreur. Parce que dans le domaine aérien, vous devez savoir que lorsque on a une panne, il n'y a pas un garage pour aller se garer quelque part. Donc, on travaille dans un environnement très, très, très stressant, mais avec un contrôle maximum. Donc, lorsque nous avons découvert que, bon, ce que nous faisons en aéronautique, les gens ne le font pas dans les autres secteurs, oui. Bon, on a essayé d'étendre notre expertise pour couvrir l'industrie, les équipements sous pression, tout ce qui est contrôle qualité d'une façon générale. Donc, notre travail consiste à assurer et à certifier et à s'assurer que les mesures sont correctes. Et nous sommes dans la métrologie, nous sommes dans le contrôle non destructif, des essais que les gens ne connaissent pas, tels que les courants Foucault, les magnétoscopies, etc. Nous faisons ça régulièrement. La magnétoscopie, par exemple, c'est quelque chose qu'on applique pratiquement sur tous les matériaux. Et nous avons également des techniques que nous appelons la radiographie, les ultrasons, les courants Foucault, pour s'assurer que les soudures qui ont été fabriquées par les soudeurs sont conformes, etc., et qui ne présentent pas de dangers plus tard, etc. Donc, notre métier, c'est le contrôle qualité. Nous le faisons dans tous les secteurs. Et nous sommes à NDT and Quality Expertise, la seule structure privée dans toute l'Afrique, sur 18, à avoir le même document que Ethiopian Airlines, le même document que Royal Maroc, le même document que Égypte. Et nous sommes que 18. Et moi, je suis le seul privé. Je ne suis pas compagnie aérienne. Mais je suis basé au Togo. C'est connu dans le système international. Voilà. Alors, dites-nous, quand on prend la chaîne de production, à quel moment vous intervenez pour vérifier justement cette qualité? Ok. Alors, il y a une erreur qui se fait souvent. Les gens, ils vont directement, disons, à la commande de l'usine, mais sans s'assurer que lorsqu'on fait une étude, l'étude peut être source d'erreur. Et si personne ne vient valider les études, vous allez continuer avec les erreurs du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce qu'on voit très souvent. Nous, notre job, d'abord, c'est d'abord, quand vous faites une étude, vous nous soumettez ça pour validation des process. Et nous le faisons très bien. Et nous faisons les calculs de résistance des matériaux. Nous verrons si vous n'avez pas oublié cette norme, etc. Et quand on a validé l'étude, maintenant, on peut lancer la construction. Et souvent, les sociétés qui sont très bien regardants, ils nous appellent pour que, comme nous avons validé les études, de venir s'assurer que ce que les gens vont faire se fera correctement. Par exemple, les soudeurs qui doivent souder les tuteries, les tôles et consorts, d'abord, avant qu'ils ne soudent, on nous demande de les qualifier. Donc, on doit les qualifier suivant une norme donnée pour le travail qu'ils vont faire. Si les soudeurs sont qualifiés, ils ont un document qu'on appelle un certificat de qualification de 2 ans et qui, à la fin, leur permet de pouvoir travailler en toute sérénité. Ça veut dire qu'on a démontré qu'ils sont à même de pouvoir faire ce qui est prévu à faire. Donc ça, c'est la première étape dans l'exercice. Et quand ils commencent à faire le travail, assemblage des tuyauteries, des tôles, etc., on nous appelle également pour venir voir si ce qu'ils ont soudé, ils ne sont pas relâchés. Donc si on vient, on utilise des techniques qu'on appelle radiographie, ultrasons, etc., pour voir à l'intérieur des matériaux s'il n'y a pas des anomalies. S'il y a des anomalies, on le fait recommencer. Sinon, nous avons... après, quand ils ont fini, on fait les essais. Les essais consistent à voir si, quand on met une pression, la pression est maintenue ou pas. Si la pression n'est pas maintenue, il va falloir peut-être chercher où il y a la fuite. Et s'il y a une fuite, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est mal fait. Nous avons, par exemple, eu à intervenir dans la certification de l'usine contrôle global qui a été faite par les étrangers. Et nous avons découvert beaucoup d'anomalies et on a procédé aux actions correctives qui ont duré 6 mois pratiquement avant leur inauguration. Ça veut dire que, comme je parlais de chaîne de production, vous êtes à toutes les étapes. Normalement, le contrôle qualité se fait au début, pendant et à la fin. À la fin, Voilà, c'est ce que les gens ne savent pas. Souvent, ils ont l'argent et ils achètent et puis ils ont dit que j'ai payé quelque chose clé en main.
clé en main ne veut pas dire que c'est garanti que ce qui a été fabriqué a été bien fait. Donc, nous avons ce que nous appelons d'une façon globale deux complémentarités. On appelle ceux qui font le QAQC, Quality Assurance, Quality Control. Eux, ils sont que documentaires. Quand vous allez acheter, par exemple, une tôle, n'importe lequel, ou bien n'importe quel matériau, une pompe, n'importe quoi, vous devez exiger le certificat de conformité. Ce papier-là, c'est le QAQC qui va le récolter pour s'assurer que ce que vous allez acheter, vous allez commander, est conforme. Nous, quand on va assembler les ensembles avant que la pompe ne soit installée, on va demander de s'assurer que le contrôle intermédiaire a été correct avant qu'on vienne assembler la pompe sur la ligne. Et nous, quand on intervient, on a des techniques. La nuit, quand les gens ne sont pas là, on utilise les radios. Dans la journée, on utilise les techniques d'essai qu'on appelle les ultrasons pour regarder à l'intérieur du matériau. Par exemple, le béton, on peut regarder à l'intérieur. On peut voir comment on a fait le ferraillage et si ça a été respecté par rapport à ce que le calcul des matériaux qui a été fait par l'ingénieur a été bien fait et respecté par les ferrailleurs. Donc, ceci, c'est des techniques qu'on fait pour s'assurer que on n'a pas des immeubles qui tombent après. Bon, au Togo, pratiquement, personne ne fait la radiographie des bétons. Hein. Ça se fait. Les ponts, on fait des radiographies dessus. Il n'y a pas un secteur dans lequel il n'y a pas d'essai. Tous les essais se font systématiquement. Mais n'oubliez pas quelque chose. On part du principe que, avant de définir ce qui va être fait, il faut commencer par la norme de référence. C'est la même norme que nous aussi, on va utiliser pour voir si on l'a respectée. C'est qu'on ne fait pas en l'air et après on vient dire de contrôler. On a beaucoup d'exemples comme ça où les gens ils font et après quand ils nous appellent on dit que non c'est pas bon, il faut tout recasser. Et souvent ils préfèrent laisser et après c'est des catastrophes plus tard. Donc le travail de contrôle qualité c'est basé sur un document que tous ensemble on va valider au départ de ce qu'on appelle le cahier de charge et à la fin on s'assure que c'est conforme et on va appeler ça la certification. Alors maintenant, vous, vos services, en tant qu'expert au niveau donc de ce contrôle qualité-là, est-ce que c'est plus le privé ou bien l'État dans les grosses œuvres qu'on connaît qui fait appel à vos services? Non, actuellement, je peux vous assurer que bon, il y a un grand déficit national sur ce sujet-là. Nous sommes beaucoup plus à l'extérieur. Je vous donne un cas très simple dans le cas de l'État. Aujourd'hui, nous avons le chef de l'État du pays voisin du Bénin. Il a fait construire, ça c'est les nouvelles que je vous donne, qui sont en cours. Bon, il a fait construire 33 stades au niveau des petites villes. Je vous donne un cas, il y a un stade à Grand Popo, il y a un stade à Komé, il y a un stade à Ouida, il y a un stade à Dogbo, il y a un stade à Plahoué, il y a un stade à Djakotome, il y a un stade à Pobé. Mais c'est les Chinois qui ont fait. Mais il a dit, ok, mais je veux qu'on me certifie ça. D'accord. Donc ils sont venus chercher au Togo pour aller faire ce travail-là au Bénin. C'est-à-dire que même si les gens ont fini, on demande de voir si le cahier de charge a été respecté et qu'on sort. Donc notre job, ça, c'est du côté gouvernemental. Mais d'une façon générale, dans tout process industriel, on a un travail à faire. Si quelqu'un n'a pas utilisé le contrôle ni le QAQC, c'est que le travail est à moitié fait. Nous pouvons vous assurer que nous avons, par exemple, la construction d'un bac de stockage où on a des dépôts pétroliers. On en a fait 4 au Bénin. Et station sphère à gaz, on en a fait au Bénin. Et je peux vous en citer plein. Il y a des projets en cours au Togo, bon, comme actuellement, Kekeli, nous intervenons là aussi également à Kekeli, où nous apportons l'expertise, puisque ils savent qu'on a fait contour global, donc ils nous ont associés au projet actuellement et nous travaillons en symbiose pour que l'investissement soit sécurisé. Le rôle du contrôle qualité, c'est de sécuriser l'investissement. Or, il y a des gens qui pensent que c'est un coût inutile, et quand ils ont des catastrophes, tout ce qu'ils ont sorti, c'est à l'eau. Donc voilà, plus ou moins. Mais ça, c'est côté industriel. Mais notre base concrète, c'est l'aviation. Nous certifions les avions à travers le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, en France ou bien en Afrique. Nous certifions les avions avec un document d'approbation qu'on a donné l'Agence européenne de sécurité aérienne. Donc nous sommes dans ce niveau le plus élevé d'abord. Quand tu fais les avions, c'est facile de faire les voitures, c'est facile de faire les industries. Donc c'est pourquoi je dis toujours aux gens qui se plaignent souvent que, attention, lorsqu'on parle de contrôle qualité, nous, on parle des avions d'abord avant de parler des bâtiments. Donc, il faut savoir garder les proportions. Donc, voilà plus ou moins. Alors, donc, justement,
puisque vous le dites si bien, est-ce qu'il n'y a pas ce côté coût qui fait que, j'ai envie de dire, est-ce que le coût n'est pas prohibitif? Normalement, je vous donne les ratios. Souvent, quand les gens veulent faire affaire, ils veulent faire une construction, ils ne regardent pas tellement la sécurité de l'investissement. Normalement, si vous n'avez pas eu de contrôle, aucun assureur ne doit pas vous assurer. Voilà. C'est-à-dire que l'assureur doit s'assurer que le travail a été fait correctement. Oui. Il y a ce qu'on appelle à la fin des travaux, ce qu'on appelle la garantie décennale. C'est-à-dire qu'on garantit que pendant 10 ans, il n'y aura rien du tout. Je ne vais pas vous donner un nom, mais il y a une société qui vient de faire 10 ans, qu'on a suivi de bout en bout, ils n'ont jamais eu aucun problème. Bon, ce n'est pas une publicité que je fais, si vous voulez, c'est l'usine de remplissage d'huile avec leur bac de stockage de Oryx qui est dans la zone portière. C'est nous qui l'avons fait, il y a plus de 10 ans. Mais ils n'ont jamais eu de problème. Nous avons travaillé pour nos amis de RES, où ils font le béton, ils n'ont pas eu de problème. Il n'y a pas de coût. Normalement, quand vous voulez faire un investissement, vous devez prévoir, je vous donne la technique, entre 5 et 15%. Quand vous faites 15% du coût d'investissement, vous savez que vous avez fait tous les contrôles possibles et imaginables. Quand vous avez fait 5, c'est que vous avez réduit ce qu'il fallait faire. Donc, ne soyez pas surpris quand vous avez des problèmes après. Je vous donne un cas, quelqu'un qui n'a pas voulu contrôler les tôles correctement. Après, il passe chaque année à repeindre parce que la corrosion qu'il y avait sur la tôle au début n'a pas été contrôlée. Et quand tu mets une peinture, après, ça se rouille. Tu remplaces. Mais quand tu calcules maintenant ce que tu vas dépenser plus tard, c'est beaucoup plus prohibitif que de faire les choses correctement dans les normes, dès le début. Voilà. Sinon, le coût, c'est accessoire pour quelqu'un qui veut la qualité. Voilà. Si quelqu'un se plaint de coût, donc il faut qu'il s'attende à vivre la non-qualité, ses conséquences. Oui. Alors, donc, puisque moi j'évoquais tout à l'heure un peu le privé également, quelqu'un par exemple, un citoyen lambda qui a envie de mettre un R+3, il peut faire appel à vous? À quel niveau, à quel stade? Parce que normalement, ce qui se passe et qui est un peu dramatique, c'est que il doit demander d'abord à un architecte de faire le design. Voilà. D'accord? Si l'architecte fait le design, ils doivent soumettre maintenant le dossier architectural à un ingénieur de génie civil qui fait les calculs de résistance. Et dans ces calculs de résistance, qu'on sorte l'armature, les plans détaillés de comment on doit mettre les semelles, etc. Bon, souvent, aujourd'hui, ce qu'on a sur le marché, l'architecte, il est en même temps un ingénieur, alors que c'est des métiers différents. Quand vous allez à un mot, on vous dira que l'architecte, son boulot, c'est le design, et avec tout ce qu'il peut imaginer. Mais par contre, il n'est pas censé être ingénieur de calcul. Or, aujourd'hui, pour les problèmes de coût, on confie tout à la même personne. Ouais. Normalement, nous, si on voit des dossiers comme ça, on sait qu'il y aura des problèmes. Parce que quand tu travailles, tu peux faire des erreurs. Si tu ne fais pas d'erreurs, c'est que vraiment tu es exceptionnel. Toute personne qui travaille peut faire des erreurs. Mais souvent, on donne à quelqu'un d'autre pour contrôler, pour s'assurer que l'erreur a été identifiée, corrigée, avant qu'on se mette à investir l'argent. Parce qu'une fois qu'on a investi l'argent, ça va être difficile après de revenir en arrière. Si on vous regarde la plupart des problèmes qu'on a sur le marché, c'est que les gens, ils ne veulent pas dépenser en parlant de coûts. Mais à la fin, ils y perdent parce que le coût final leur est très élevé par rapport à ce qui était censé être le coût prévisionnel. Oui. Normalement, si vous regardez bien les techniques, on vous dit que le conducteur des travaux, ou bien celui qui supervise les travaux, il a 10 à 15% du coût d'investissement. Okay? Que ce soit les routes, que ce soit les bâtiments et consorts. Mais on ne prévoit jamais la partie contrôle. Oui. Ce qu'ils font comme contrôle, c'est juste le suivi. Si vous Oui, avez si bien, vous avez bien voilà. fait le dosage du béton, il n'y a que ça qu'ils font. Mais il est prévu dans la plupart des cas de charges d'avoir entre 10 et 15%. Et ils l'ont systématiquement. Ce qui fait que des fois, vous avez une sorte de complicité entre celui qui a gagné le marché de construction et celui qui lui fait la surveillance. Et ce qui fait que même si après il y a des problèmes, personne n'est comptable, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Nous, notre rôle, c'est pas ça. On n'est pas dedans. On nous prend en dernier ressort pour venir voir si ce que les deux là ont fait est correct ou pas. Souvent, les gens disent qu'on ne les a pas avertis. Oui. Et ce qui fait que souvent, quand on arrive, on dit que oui, notre coût devient un coût additionnel et on préfère ne pas le faire. Et souvent, quand il y a des problèmes, bon, il y en a plein d'investissements qui sont actuellement non utilisés parce qu'ils n'ont pas fait le contrôle nécessaire. Est-ce que finalement les enjeux de votre travail, si je dois les résumer, c'est sécurisation des biens, qualité des travaux? Surtout, sécuriser l'investissement et qu'à la fin, c'est nous qui portons éventuellement les dommages. Puisque Oui, si je vais revenir tout à l'heure sur cet aspect-là. Voilà, Oui. parce que nous, si vous nous prenez, vous avez la garantie que s'il y a une faute que les gens n'ont pas vue,
ça veut dire que c'est nous qui avons mal travaillé. D'accord? C'est pourquoi nous avons une assurance qui nous couvre aussi, qu'on appelle l'assurance de responsabilité civile. Ouais. Donc, nous, on s'assure que ce qui va être fait est conforme. Si ce n'est pas conforme, on fait un rapport. Maintenant, il y a des gens qui, à la vue du rapport, qui disent que oui, pour corriger ça revient trop cher. Nous, on n'est pas dedans. On est tierce partie, on vient, on vous donne un état à l'instant T et on vous donne notre rapport. Le rapport est notre caution de notre intervention. Sinon, par exemple, le cas des stades, on va faire un rapport par stade. Ce ne serait pas un rapport générique. Voilà. Donc, si jamais demain, la toiture tombe sur quelqu'un, on a une responsabilité. D'accord. Alors, notre rôle, c'est de s'assurer que tout ce qu'ils ont fait, on n'était pas là. Mais que ça a été fait dans les règles. Donc, voilà un peu la responsabilité qu'on a. Et qu'on a déléguée en payant quelqu'un pour venir surveiller. Voilà. Et à la fin, hein, mais pendant... Il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Nous, on n'est pas dedans. Donc, on vient seulement en toute impartialité dire que c'est bien fait, c'est pas bien fait, il y a des erreurs. Quand il y a des erreurs, il faut qu'ils corrigent. S'ils ne corrigent pas, on ne donne pas la conformité. C'est ça la conformité. Oui. Donc, justement, vous intervenez, je prends l'exemple de ces stades au Bénin, vous intervenez, vous vérifiez, conformément au cahier des charges, est-ce que les choses ont été faites dans les normes? Si ce n'est pas le cas, c'est une partie défaillante, vous demandez qu'on reprenne, par exemple? Exact. Et souvent, c'est difficile aux gens, mais bon, nous, on est sans dommage sur ça. Bon, il y a des cas qui sont passés au Togo, on ne va pas dans ces cas-là parce que ça fait partie de nos protections, confidentialité. Il y a quelqu'un qui a préféré faire venir les gens d'Abidjan pour faire le travail au Togo. Oui. Après, il y a un expert de la Banque mondiale qui a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le directeur général d'une société m'a demandé de regarder et puis de lui confirmer ça. Quand j'ai regardé, j'ai dit que mais il y a problème. Il me dit quel est le problème? Il ne peut pas écrire ce qu'il a écrit. Et quand j'ai appelé les gens, parce qu'en fait j'en ai formé beaucoup dans toute l'Afrique, j'ai plus de 250 personnes qui travaillent dans toute l'Afrique avec ma signature. Je l'ai appelé que c'est toi qui as fait ça. Il m'a dit non, pardon chef, que c'est pour arranger les gens. On n'arrange pas dans notre métier. Il n'y a pas de compromission. Mais au moment où on discutait, j'ai dit au directeur qu'il faut reprendre le travail parce que c'est pas bien fait. Au moment où on discutait, justement, le truc a cédé. Voilà, il y a eu conséquence. Oh là là. Alors, si j'étais aussi dans la complicité, bon, donc je serais une responsabilité. Or, je suis consulté pour voir si ce qui a été fait est correct. Je dis non, c'est pas bien fait et qu'il faut qu'on reprenne. Et souvent, nous, comme on est en Afrique, c'est très difficile que les gens nous croient. Souvent, ils préfèrent avoir quelqu'un qui a la peau claire. Alors, mais ce débat-là, nous, on l'a dépassé. Parce que ce soit dans les projets au Bénin, on a démontré aux gens que la science est universelle. Quand vous connaissez, vous connaissez. Depuis 1993, je suis l'expert niveau 3 en Europe. J'ai siégé au conseil de certification en France de façon interrompue, élu chaque 5 ans pendant 20 ans, avant de laisser tomber l'année dernière, parce qu'avec Covid, tout ça, je ne veux plus aller dans ces coins-là. Et aux États-Unis, je suis expert niveau 3, reconnu par l'agence américaine. Donc, ce qui veut dire que moi, je n'ai aucun problème de complexe avec qui que ce soit. Alors, je veux revenir peut-être à votre domaine de base, qui est l'aviation. Et envie de savoir, avec votre travail, quand je prends un peu l'actualité avec ce qui s'est passé au niveau des Boeing 737 MAX, on a vu, il y a eu 2 accidents très mortels qui sont suivis à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle. C'est que le contrôle qualité, parce qu'on avait dit qu'il y avait une défaillance, le contrôle qualité n'avait pas été bien fait? Non, c'est pas ça du tout. Il faut que nous, bon, on est à l'aise avec ça. Oui. D'abord, les accidents qui se sont passés ne devaient pas avoir lieu. Pourquoi ça s'est passé? Parce que les gens qui étaient aux commandes n'avaient pas pris le temps de lire les avertissements et les données qui ont été produits par Boeing. Que lorsque vous êtes confronté à telle situation, vous devez désactiver le MCAS. On doit le désactiver. On ne lutte pas contre le système. Voilà. Parce que je dirais que, bon, c'est des erreurs qui arrivent. Et c'est pourquoi on dit dans l'aviation que la plupart des accidents qui nous arrivent, c'est dû au facteur humain. Le facteur humain, c'est ce qui fait que nous, on est tout le temps en recyclage, tout le temps on est en formation, et ainsi de suite. Ma dernière formation date de la semaine dernière, où j'étais en Afrique du Sud pour faire une formation. Bah, on se forme tout le temps. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas informé des données nouvelles, quand ça t'arrive, tu ne sauras pas quoi faire. Oui. Voilà. Normalement, il devait désactiver seulement. Donc, c'est comme vous avez le courant qui fait quelque chose, vous coupez la console, et puis c'est fini. Personne, les deux n'ont pas fait ça. Voilà. Ça, c'est facteur humain. Maintenant, le contrôle qualité, c'est que, vous savez,
moi, j'ai fait beaucoup d'expertise, j'ai travaillé sur beaucoup de programmes. Il y a un avion qu'on appelle Falcon 7X. Ouais. La probabilité pour que, lorsque vous voulez vous poser sur une piste d'atterrissage et que vous décidez de prendre les commandes et que la machine refuse, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 16. 10 puissance moins 16. C'est que pour que ça se produise, Oui. c'est que comme il y a beaucoup d'informatique aujourd'hui à bord embarqué, c'est 10 puissance moins 16. Mais tenez-vous bien, c'est arrivé. C'est le 10 puissance moins 16, c'est que c'est très, très, très infime. Non, mais c'est arrivé. Oui. Et puis, bon, quand le pilote voulait se poser, et la machine a refusé. Il est reparti. Alors que le pilote disait que je prends les commandes. Oui. Mais non, il est parti. Alors, quand c'est arrivé, c'était une alerte. Parce que 10 puissance... mais on a ramené ça aujourd'hui à 10 puissance moins 19. D'accord. C'est une question de programmation, sauf que, comme on dit, sinon on a un compatriote togolais, M. Gbele, il est dans ce domaine, il vient de gagner un prix aux États-Unis, le président Trump lui a donné un prix de 1 800 000 dollars. Il est ingénieur dans ce domaine, il fait que la programmation sur les avions. Mais je peux vous assurer que les probabilités sont très infimes, mais ça peut arriver toujours. Si vous regardez la plupart des accidents qui arrivent, c'est toujours dû au fait que, avec le stress, avec la fatigue souvent, quand vous êtes dans telle configuration, on ne prend pas le temps de se rappeler que pendant l'information, on vous a dit que quand ça arrive, il faut faire ceci, etc. Moi, personnellement, j'ai vécu plusieurs fois au décollage des moteurs qui ont arrêté, qu'on sort. Mais bon, si les procédures sont bien respectées, il n'y a aucun problème. L'aviation est l'industrie la plus sûre. Ce que nous cherchons aujourd'hui, avec la mise en place du MUTA, où vous n'êtes pas sans savoir que c'est le chef d'État qui est le champion, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre en place, entre Lomé, Niamtougou, Bobo et Tamale et Ouaga, mais des lignes de petite capacité de 20 places et consorts, de façon qu'on domestique et on démocratique l'aérien. Aujourd'hui, l'aérien, c'est comme c'est réservé aux gens qui ont de l'argent. Alors que c'est faux. Normalement, pour développer les pays, il faut qu'on développe l'aérien, qu'on développe le rail, qu'on développe la route, qu'on développe tous les secteurs de transport. Et ça, c'est quelque chose que je pense que on a fait le MUTA, qui est le marché unique du transport aérien, mais les gens continuent toujours pas à freiner. Pour aller aujourd'hui à Gao, tu ne peux pas y aller. Il faut aller par la route. Pour aller à Niamtougou, il faut aller par la route. Mais pourtant, on aurait pu mettre une ligne de 20 places et on amène les gens là-bas comme un petit pain. Et c'est comme ça qu'on va arriver à sortir un peu disons que l'isolement de certains centres de nos pays. Parce qu'il y a des zones, si tu n'as pas pris la route pendant 7 heures, tu ne vas pas y arriver. Alors qu'avec l'aviation, tu y vas moins d'une heure, etc. Sinon, c'est un secteur, je peux vous assurer que je suis très confortable dedans parce que si l'agence de sécurité aérienne de l'Europe m'a donné la signature, c'est pour vous dire que il y a un au Nigeria qui vient de m'appeler la semaine passée qu'il a besoin de mon expertise. C'est-à-dire que ça, c'est un domaine dans lequel je suis très à l'aise. Je n'ai pas de problème particulier. Et Dieu seul sait que on prie que, bon, la santé soit là. Bien sûr. Alors, finalement, pour ce domaine, ce que vous expliquez est très intéressant. J'ai envie de vous demander, quelle qualification il faut pour arriver à ce niveau? Alors, d'abord, je dis toujours à nos amis les jeunes que pour rentrer dans la qualité, il faut d'abord avoir un métier. Quand je vois quelqu'un qui dit que je suis qualiticien, tout coup, je ris souvent. Parce que ça n'existe pas. Ça dit que le monsieur, il ne connaît rien. En principe, un comptable peut faire la qualité. D'accord. En principe, un ingénieur peut faire aussi la qualité. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la qualité, la sécurité et l'environnement. C'est ça qui est à la mode. Mais normalement, je recommande toujours que vous ayez un métier de base. Parce que moi, les avions, je les dépanne partout. On m'a, bon, je sais pas, les propositions en antenne. Il y a semaine dernière, on m'a proposé de venir prendre la direction générale d'une compagnie aérienne. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas envie d'avoir encore, à cet âge-là, encore des stress inutiles. Parce que c'est beaucoup de stress de gérer une compagnie aérienne. Je l'ai fait par le passé, mais là, je dis non, c'est bon comme ça. Et vous devez être, si vous voulez, dans l'aviation, au moins, aimer les mathématiques et la science physique. Voilà. Ça, c'est un minimum. Et même le contrôle qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus science. Et quand on émet des ondes, il faut que vous sachiez où ça va, comment ça se comporte dans le système. Quand on émet ce qu'on appelle
des rayonnements ionisants, il faut faire en sorte que vous ne tuez pas quelqu'un avec ça, parce que ça tue si vous faites des erreurs. Donc, il faut d'abord être clairvoyant, avoir les essais sur place, et puis avoir l'habitude de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est très important. Il ne faut pas agir, après tu dis aussi, je savais ce mot-là, moi je ne pense jamais. Il faut toujours réfléchir avant d'agir, pour ne pas après dire que si je savais. Donc, l'aviation a des règles très strictes. L'erreur est fatale. Moi, j'ai vécu des situations où, si je n'étais pas dans l'appareil, les gens seront morts. Mais bon, je suis sorti parce que j'ai pris ce qui n'est pas normal, la décision à la place du commandant. Parce que si le commandant, je l'avais suivi, on était mort. J'ai dit non, c'est comme ça que ça doit aller. Et puis, ça s'est passé comme ça. Et puis, on essayait sauf. Bon, les gens disent que, mais... les constructeurs, quand je suis avec eux dans les symposiums, ils disent que, mais toi, pourquoi tu n'es pas resté pilote? Je dis non. C'est des risques en permanence. Et quand on prend l'avion... Allez-vous piloter? Je sais piloter. D'accord. Quand on prend l'avion, du début jusqu'à la fin, c'est des risques. Et moi, je ne veux pas être tout le temps dans cette... Mais quand je le prends aussi, c'est des risques. Sinon, je prends l'avion tout le temps. Ça, je peux vous assurer que j'ai beaucoup de kilomètres. Et puis, par exemple, à Air France, je suis platinum à vie. C'est que jusqu'à ce que je meure, je suis considéré. Parce que les avions, je les prends tout le temps parce qu'on a besoin de moi un peu partout. C'est pourquoi je veux aider mon pays à développer l'expertise, à faire en sorte que les jeunes ne passent pas leur temps à faire ce qu'on appelle visa, tout ça là et consort. D'ici, on peut apprendre et puis devenir quelqu'un demain. Si vous prenez le cas, par exemple, des soudeurs, la plupart des meilleurs soudeurs togolais que je connais, ils sont au Rwanda, ils sont un peu partout, ils ne sont pas dans le pays. Et il faut arriver à avoir des installations pour former les gens sur place ici. Et ça, c'est un appel que je fais parce que dans notre domaine-là, le marché est ouvert et il y a de la place pour tout le monde. J'aurais bien voulu qu'on ait 500 personnes dans ce domaine-là. Et c'est mon vœu. J'insiste là-dessus. On espère que ça se réalise. Fossou Lawson Hetcheli, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Et c'est moi qui vous remercie en disant que je lance un appel à tous nos concitoyens pour rejoindre le mouvement qu'on vient de lancer, qui est la génération qualité. Et on veut qu'il y ait de nouveau des Togolais nouveaux, pas les Togolais qui attendent tout du gouvernement. Il faut se poser la question, comme disait Kennedy, qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? Et non qu'on attend le gouvernement, on attend les concours de recrutement de la fonction publique. Tout ceci, c'est comme si les gens sont désespérés. Il faut redonner l'envie et c'est pourquoi la qualité est là pour être source d'inspiration et d'opportunités. Et je vous en prie, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Manager général NDT and Quality Expertise. On va marquer maintenant la pause. Et juste après, ce sera le tour de regard croisé.